Bonjour Monsieur Delaz, vous avez intitulé cet entretien 50 ans de révolution. De quelle révolution au pluriel peut-être allez-vous nous parler? Écoutez-moi, d'abord il s'agit de révolution tranquille, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de drame. Il y a eu des changements radicaux dans le rapport entre les citoyens et le livre pour la jeunesse. Et pour l'enfance, évidemment. Ces changements radicaux sont venus du côté du monde de l'éducation nationale, du côté de la lecture publique, du côté de la librairie et évidemment du côté de l'édition. Je suis un des derniers acteurs de cette période encore aux manettes. Et c'est pour cela que j'ai envie de témoigner de ce que j'ai eu l'occasion de vivre pendant ces années qui vont des années 60 à aujourd'hui. Et vous allez nous parler un petit peu aussi de la presse enfantine qui a joué un rôle. Incidemment, dans la mesure où l'histoire de la presse enfantine n'est pas radicalement différente de celle de l'édition de livres. D'ailleurs, ces deux histoires ont été parallèles pendant cette période. Alors commençons, si vous voulez bien, par un état des lieux des années 60. Que se passe-t-il en France à cette époque-là? À vrai dire, pas grand-chose. Du côté de la lecture publique, il y a principalement une bibliothèque, la bibliothèque de l'Heure Joyeuse à Paris, dans le 5e arrondissement, qui est un véritable conservatoire, un lieu prestigieux, avec des collections absolument remarquables. C'est la bibliothèque pour enfants dont on parle. En France? Il n'y en a pas d'autres? En France, il n'y en a pas d'autres, spécialisés. Du côté de l'éducation nationale, à part quelques militants, personne ne s'intéresse vraiment aux livres de jeunesse. La priorité à cette époque-là, ce sont les méthodes d'apprentissage de la lecture et les mathématiques modernes. Tout le monde, c'est la décennie des patates. Dans les années 60. Dans les début des années 60. Tout le monde est obnubilé par les mathématiques modernes. Ensuite, ça sera dans l'enseignement de la langue. Enfin, les enseignants sont en recherche, mais ils ne cherchent pas beaucoup du côté du livre pour la jeunesse. Les libraires, eux, comme toujours dans les pays latins, sortent des rayonnages ou de leur stock les livres le 1er décembre, dans la préparation de Noël, et ils les remettent dans les stocks le 26 décembre, une fois que le jour de Noël est passé. Certains, plus courageux, le remettent le 2 janvier, en attendant que les étrennes soient passées aussi. Le livre pour enfants n'a pas vraiment sa place dans les librairies à ce moment-là, dans ce pays. Dans l'édition, il y a quand même Perkinston. Alors dans l'édition, il y a deux grands groupes, toujours les mêmes, ce ne sont plus exactement les mêmes, enfin ils se ressemblent beaucoup, qui sont extrêmement présents, avec des collections dites populaires, j'aurais tendance à dire plutôt vulgaires, mais bon. Et il y a eu évidemment quelques pionniers. En 60, le Père Castor a 30 ans, les albums du Père Castor ont 30 ans environ, ils sont apparus au début des années 30. Babar a aussi 30 ans, il est sorti à peu près à la même époque. Les éditions de l'Amitié, créées par Madame Rageot pendant la guerre, ont une quinzaine d'années. Et les éditions de la Farandole, créées après la guerre, doivent avoir une dizaine d'années à ce moment-là. Ce sont les maisons qu'on remarque le plus et qui font de leur mieux, mais qui évidemment ne sont pas très servies par les circonstances. Alors, où se passe le dynamisme de la littérature? Ça se passe à New York, très clairement. Enfin, ça ne se passe pas dans l'Hexagone, ça se passe un peu à Londres, mais surtout à New York, où il y a, dans des maisons d'édition très remarquables, des éditeurs, c'est-à-dire des responsables éditoriaux tout à fait remarquables. Je pense à une maison en particulier, Harper & Row, où il y a comme éditrice de livres de jeunesse Ursula Nordström, une femme exceptionnelle, qui a révélé, entre autres, Tommy Ungerer, Arnold Lobel, Maurice Sendak, excusez-moi du peu. Voilà. Maurice Sendak, qui en 1963 reçoit le prix Andersen. Pour l'ensemble de son œuvre.
Mais à cette époque-là, aucun livre de Maurice Sendak n'est publié en France. C'est vous dire le décalage. Il est primé pour la totalité de sa création, qui n'était pas considérable en 63 déjà, mais enfin malgré tout. Pour qu'il soit reconnu pour le prix Andersen, c'était déjà exceptionnel. Mais il était inconnu ici. Alors nous arrivons à 1965, qui est en quelque sorte l'an 1 de la Révolution. Qu'est-ce qui se passe, et plus particulièrement au cours de ce mois de septembre 1965? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, mais je ne l'ai réalisé qu'assez récemment. C'est que dans ce mois de septembre 65 sont apparus simultanément le premier numéro de Pomme d'Api, qui était quand même le début d'une grande et belle aventure de groupe de presse Bayard. Apparaît également la première bibliothèque vraiment confiée aux enfants, enfin destinée aux enfants, la bibliothèque de Clamart, qui est inaugurée dans la deuxième partie du mois de septembre, et les premiers albums de l'École des loisirs. L'École des loisirs. Alors, antérieurement... Les 4 premiers. Les 4 premiers. Alors, il y avait quand même déjà les éditions de l'école. Voilà, l'École des loisirs était un département des éditions de l'école créé et consacré, dédié aux enfants. Il a été créé par Jean Fabre, qui présidait les éditions de l'école à l'époque, et avec Arthur Hubschmid et moi-même. Jean Fabre avait moins de 45 ans, et Arthur et moi avions moins de 25 ans. Alors, vous aviez moins de 25 ans, vous étiez déjà à l'école des loisirs. Je n'ai pas toujours été vieux. Et vous avez eu envie, quelle idée a présidé à l'existence de l'école des loisirs? Comment ça s'est passé? Nous avions envie que les choses changent. En fait, Arthur et moi n'étions pas très passionnés par les manuels scolaires, les patates, évoquées tout à l'heure, et nous avions envie que les choses changent. Et il y a eu une sorte de révélation. Jean Fabre est allé à la foire de Francfort avec Arthur Hubschmid, qui lui a fait visiter des stands que Jean Fabre n'était pas allé, je crois, précédemment à la foire de Francfort. Il a eu une sorte de révélation en disant comment se fait-il qu'il y ait ce genre de livre aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre et pas en France, ce qui lui a donné envie et nous a donné envie à tous les trois de faire quelque chose. Mai 68 arrive, et est-ce que ça va avoir un impact sur ce mouvement en faveur de la littérature de jeunesse qui commence à frémir? Oui. Je dirais, pour Arthur Hubschmid, qui est suisse-allemand d'origine, faire la Révolution, c'était quand même une occasion qu'il n'a pas laissé passer, et ses collaborateurs et compatriotes s'en sont donnés à cœur joie, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que, en fait, ces quelques semaines du mois de mai et du mois de juin 68 ont changé, dans le domaine éducatif, quantité de choses, et on le verra à la suite de l'histoire. Aujourd'hui, avec le temps, on peut dire que 68 nous a énormément servi, mais nous n'avions évidemment pas conscience dans les temps qui ont suivi. Alors, en quoi 68 vous a-t-il servi? Je crois que la place de l'enfant a changé beaucoup. On a parlé d'enfant roi à ce moment-là, et Max et les Maxi-Monstres, quelque part, incarnent cette évolution. Enfin, n'oubliez pas qu'il se met une couronne sur la tête et s'auto-désigne roi des Maxi-Monstres, lesquels Maxi-Monstres sont évidemment le monde des adultes. Il y a ça qui a beaucoup changé. Il y a le comportement éducatif en général, également professionnel, donc l'attitude des enseignants qui se sont remis en cause, mais l'attitude des parents qui se sont eux-mêmes remis en cause, l'attitude des bibliothécaires et des libraires. En fait, 68 a généré des dizaines et des dizaines de librairies que l'on appelait à l'origine gauchistes, puis politiques. Un de mes grands confrères a parlé de librairies différentes. Et il y a une nouvelle génération de libraires qui est arrivée et qui aujourd'hui a la soixantaine. Alors en 72, il y a la création de Gallimard Jeunesse, oui, qui est un événement. Alors c'est très intéressant parce que Pierre Marchand est allé voir Claude Gallimard, qui présidait les éditions Gallimard à l'époque, et il lui a proposé
comme un pari de créer un département jeunesse dans cette maison extrêmement prestigieuse, la NRF, voilà, la rue Sébastien Bottin. Et Claude Gallimard a accepté ce pari. Et le fait qu'une maison aussi prestigieuse que Gallimard s'intéresse au livre pour la jeunesse, quelque part, légitime cette littérature pour la jeunesse. Il y a eu, que se passe-t-il? Gallimard publie des livres pour les enfants et pour les jeunes, et pourtant il s'agissait parmi les premiers de livres d'activité manuelle, qui n'étaient pas des livres vraiment terriblement intellectuels. Ça veut dire, c'est quand même, il doit se passer quelque chose du côté des livres pour les enfants pour que Gallimard s'y intéresse. Et quelque part, les démarches de certains pionniers dont nous étions s'est trouvé justifié par, je dirais, par ce premier pas. D'ailleurs, Gallimard Jeunesse et vous, et l'école des loisirs vont se suivre, il va y avoir... On s'est pas mal stimulé, effectivement. Il y avait entre Pierre Marchand et moi une rivalité. Nous avions exactement le même âge. Malheureusement, il a disparu aujourd'hui. Exactement le même âge. Nous avions des caractères, on va dire, voilà, toniques. Quelquefois, nous nous sommes un peu frités, mais nous avions beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et nous sommes quittés bons amis. Toujours dans la plus grande estime. Alors, en 1974, apparaît la première grande surface culturelle qui, évidemment, va changer le paysage et les enjeux des librairies. Voilà, c'est la FNAC Montparnasse qui ouvre rue de Rennes en mai 1974. On ne parlait pas encore de grande surface culturelle, mais avec une librairie importante. La part des livres était à l'époque beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, toute proportion gardée, et avec des pratiques commerciales qui faisaient très peur aux libraires dans la mesure où les livres étaient discountés à au moins 20%. Nous avions nous-mêmes, rue de Sèvres, donc pas très loin de là, à 200 ou 300 mètres, une librairie générale, pas plus mal ni moins bien qu'une autre, qui de fait était menacée par l'arrivée de la FNAC. Et à la suite d'un voyage en Angleterre, où j'avais découvert une librairie spécialisée pour enfants dans le quartier de Kensington, l'envie nous est venue, à Jean Fabre et à moi, de créer une librairie spécialisée pour les enfants à Paris. C'était pas encore, il n'y en avait pas. Il n'en existait pas encore, en France, il n'y avait pas encore le réseau pas une seule. Sorcières. Et nous avons commencé, il existait un rayon au Bon Marché qui s'appelait les Trois Hiboux, qui était dirigé par Véronique Laurie. Mais c'était un rayon. Véronique Laurie a quitté le Bon Marché à ce moment-là, et c'était une bonne occasion pour nous de créer une librairie spécialisée jeunesse, importante, sur 300 mètres carrés, avec Véronique Laurie à la tête. Cette librairie s'appelle Chante-Livre. Elle est, on peut le dire, la mère spirituelle des 60 ou 80 librairies spécialisées jeunesse qui sont nées après elle, et dont il en reste encore plus d'une cinquantaine. Et qui ont eu un succès immédiat. Qui ont eu un succès immédiat et qui ont largement contribué à cette histoire contemporaine du livre. Ces librairies qui se sont qualifiées aujourd'hui d'elles-mêmes de sorcières ont joué un rôle considérable. Mais c'est vrai que le coup d'envoi avait été donné avec la création de Chante-Livre. Alors, autre innovation d'importance, et qui pourtant n'a pas un succès considérable quand vous le lancez, c'est les premiers livres de poche pour les enfants avec la collection... Renard Poche en 75. En 75. D'où vous est venue cette idée qui, à l'époque, était très novatrice? Cette idée est venue d'Allemagne. Un grand éditeur de livres de poche d'Allemagne, qui s'appelle Rowohlt, avait créé, quelques années auparavant, une collection de poche qui s'appelle Rororo Rotfuchs, qui est une collection considérable aujourd'hui. Donc l'idée est venue de là. Et nous avons trouvé ça vraiment très intéressant. Mais c'était contre l'avis de tout le monde. L'idée reçue étant de dire, les livres pour les enfants, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour Noël, c'est un cadeau pour un anniversaire. C'est un cadeau, un livre de prix? Et c'est un livre de prix. Il y avait même, antérieurement, les livres de prix scolaires avaient disparu, à peu près, mais à l'idée de livre était associée l'idée de cadeau, donc il fallait que ce soit lourd, que ce soit beau, que ce soit grand, en tout cas pas un livre de poche. Mais enfin, quand on y réfléchit, les albums du Père Castor, d'une certaine façon, étaient déjà plus ou moins des livres de poche.
de grande poche, on dira. Donc nous avons publié Renard Poche en 1975, qui a été suivi 2 ans après par la publication de Folio Junior chez Gallimard, au moment où nous publions Lutin Poche en 1977. Donc. En 1979, Gallimard a publié Folio Benjamin. Voilà la compétition que nous faisions, mais qui était extrêmement stimulante et qui a fait avancer les choses très vite. Et qui a permis à des tas d'enfants d'avoir accès aux livres, aux enfants les plus pauvres, aux enfants... C'est évident. La première génération de Renard Poche était en vente à 10 francs, ce qui ferait 1,50 €. Malheureusement, les conditions économiques d'aujourd'hui ne permettraient pas de le faire à ce prix-là. Alors, est-ce qu'en même temps, à l'éducation nationale, on pensait aussi que le livre, que tous les enfants devaient avoir accès au livre? Oui, alors ce qui est en train de changer à l'éducation nationale, c'est qu'il y a quelques professeurs d'école normale, on disait ainsi à l'époque, qui ont, suite au tout premier militant que j'ai évoqué tout à l'heure, l'armée des ombres. Voilà, l'armée des ombres. Alors cette armée, c'est vraiment comme de la résistance. C'était le début de la résistance. Ces effectifs se sont augmentés dans les cadres de l'enseignement, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les professeurs des écoles normales. L'idée était de créer des bibliothèques scolaires. Alors il y avait bien dans les classes antérieurement un placard fermé à clé, grillagé, à porte vitrée mais grillagée, derrière laquelle il y avait généralement un rideau marronasse ou verdasse. C'était bien bouclé et seuls y avaient accès les bons élèves, ceux qui avaient fini avant tout le monde. Les mauvais élèves, évidemment, n'y accédaient jamais. Comme les livres de prix, d'ailleurs. Les meilleurs élèves repartaient chargés de quantité de prix et les mauvais n'avaient rien. C'est eux qui avaient le plus besoin de livres, sans doute, à ce moment-là. Donc, ces enseignants de la nouvelle génération, ils n'étaient pas tous très jeunes, mais il y en avait de jeunes parmi eux, on va dire pas 68, ont compris et ont introduit progressivement le livre de jeunesse dans la classe, à l'intérieur de la classe. Ça a d'abord été sous forme de coins lecture, notamment dans les écoles maternelles. Le mouvement est parti des écoles maternelles, qui se développaient beaucoup à cette époque-là. Et là, dans ce domaine, la France était très très en avance, elle est d'ailleurs toujours très en avance. Avec une idée révolutionnaire, c'est que même les enfants qui ne savent pas lire peuvent bénéficier des livres. Ça paraît tellement évident aujourd'hui. Combien de fois m'a-t-on dit, enfin, je voudrais un livre pour un enfant de 4 ans, et je propose un livre, et on me disait, mais enfin, je ne vais pas offrir ça à un enfant de 4 ans, il ne sait pas lire, il n'a pas besoin de livres. C'est encore un peu le cas dans certains pays proches de nous, en Europe, aujourd'hui. Alors, il y a un livre qui a eu un succès particulier, c'est Petit bleu, petit jaune, qui a servi absolument à tout. Voilà, Petit bleu, petit jaune est un livre de Léo Lionni qui est paru en 1969 en France, qui était paru aux États-Unis 10 ans plus tôt, qui n'avait eu aucun succès, un livre non figuratif, et que les enseignants ont adopté. Alors certains s'en servaient pour enseigner les mathématiques, toujours les patates. D'autres s'en servaient pour illustrer des discours sur la lutte contre le racisme, et pourquoi pas. Et d'autres s'en servaient même comme livre d'éducation sexuelle, en parlant de fusion totale. Enfin, tout ça était très, très amusant. Quand j'ai raconté cela à Léo Lionni, il était explosé de rire. Et il m'a expliqué comment Petit jaune est né. C'était d'une manière tout à fait anecdotique. Tout à fait dans un train avec ses petits-enfants, histoire de boulettes en papier pour les occuper. Voilà, c'est exactement ça. Alors, que se passe-t-il à l'étranger pendant ce temps-là? Est-ce que c'est le même mouvement, le même emballement? Alors, le mouvement américain est peut-être en train de commencer un peu à décliner, de même que le mouvement anglais. Petit à petit, la création française, dont on n'a pas encore parlé, apparaît. Elle apparaît chez notre confrère Rui Vidal, qui n'est plus lié à Arlinquist à ce moment-là, avec des jeunes dessinateurs qui s'appelaient Couratin, Corentin, Le Foll, et chez nous, pardon. Ah, chez vous, oui. Alors chez nous, c'est Michel Gay, Philippe Dumas, Yvan Pommeau, qui arrivent à la farandole. Je pense que PEF a dû commencer à peu près à cette époque-là.
Le sourire qui mord. Pardon? Le sourire qui mord. Le sourire qui mord a dû commencer dans les années 70, avec Nicole Claveloua en particulier, et Christian Druel, qui était co-auteur et éditeur, co-éditeur en même temps de ces livres. Donc, il arrive des mouvements en recherche, parfois un peu complexes, mais nous étions déjà un peu les plus classiques dans cette évolution-là. La plupart de ceux que nous avons évoqués n'ont pas eu une carrière très longue. L'école des loisirs est toujours là. Nous sommes au début des années 80 avec la naissance de Milan Presse. Voilà, Toboggan. Donc, tout d'un coup apparaît en face de Bayard un concurrent talentueux, dynamique, qui jouait sur d'autres cordes complémentaires tout à fait de Bayard. Mais je dirais l'évolution de ces deux maisons de presse ont sensibilisé les familles à d'autres formes d'expression graphique en particulier qui ne pouvaient que servir notre projet d'une certaine manière, bien que nous n'ayons jamais eu le moindre accord ni avec Bayard ni avec Milan. Nous étions même partiellement concurrents. Le début des années 80 est surtout marqué par l'élection de François Mitterrand. Le 10 mai, exactement, qui a incontestablement déclenché un espoir dans le domaine de la culture et dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, la première loi votée... La première loi votée de l'époque Mitterrand a été la loi sur le prix unique du livre qu'avait préparé Jérôme Lindon, le président des éditions de Minuit. Il en avait convaincu François Mitterrand qui s'intéressait beaucoup aux livres. Et la première loi votée en août 81, applicable à partir du 1er janvier 1982, était donc le prix du livre était le même pour tous. La loi Langue. La loi Langue. Et que la possibilité de discount était limitée à 5%. Est-ce que ça a permis la mise en place de l'exception culturelle française? Peut-être. Je ne sais pas si c'est l'exception culturelle. Elle a favorisé considérablement la création de librairies, car entre-temps, les FNAC, on a évoqué tout à l'heure la FNAC Montparnasse, c'était la première. Mais à cette époque-là, il y en avait déjà 8 ou 10, un petit peu partout, répartis en France. À Paris, la FNAC Forum, très importante, au Forum des Halles, mais également dans des grandes villes, à Lyon, à Strasbourg, à Grenoble, la FNAC s'était répandue. Mais on a vu se créer beaucoup de librairies générales qui s'étaient créées peut-être dans la fin des années 70, qui se sont sentis vraiment confortés par la langue et qui leur a donné véritablement de l'espoir. Et les librairies spécialisées jeunesse en particulier parmi ceux-là. Alors, on pourrait se demander pourquoi, dans ces conditions, vous avez eu l'idée de créer le premier système de diffusion par abonnement avec Kinimax en septembre 81, puisque la librairie est si florissante. Parce que les librairies indépendantes sont généralement des librairies de centre-ville et que le prix du logement, déjà à cette époque, en centre-ville, était souvent inaccessible aux jeunes ménages. Et comme jusqu'à preuve du contraire, ce sont les jeunes ménages qui font les enfants, les librairies étaient en centre-ville et les enfants étaient dans les banlieues ou bien sûr à la campagne. Donc, il a paru essentiel d'aller au-devant des familles. J'étais un peu hanté par l'idée de colportage. L'édition et la librairie sont au XIXe siècle nées du colportage. C'était une autre façon de faire du colportage. J'étais un peu hanté aussi par l'idée d'une démocratisation de la diffusion du livre, de jeunesse. Or, je ne connais pas de lieu plus démocratique que l'école, dans un pays où l'école est publique, laïque, gratuite et obligatoire. On y trouve là toutes les familles. Alors que, encore aujourd'hui, dans des librairies dites de premier niveau, c'est-à-dire les meilleures et les plus importantes et les plus prestigieuses, on peut estimer qu'elles ne sont fréquentées que par à peu près 10% de la population. Donc ce qui m'intéressait, c'était les 90 autres pourcents qui n'avaient pas de chance de rencontrer ces livres. On voit également au même moment le développement des grandes surfaces non culturelles, enfin, générales, qui se développent en périphérie des villes,
Mais on ne peut pas dire que ces grandes surfaces-là aient un grand intérêt pour les livres que nous aimons faire ou que nous aimons chez nos confrères. Donc c'était une autre façon de garder la main sur la grande distribution, mais notre grande distribution, grand étant pris dans le sens démocratique du terme, pour le plus grand nombre. Donc ainsi sont nés les abonnements Max, qui aujourd'hui représentent une part importante de... Non négligeable, oui. À ce moment-là, donc on est dans les années 81, il y a beaucoup de bibliothèques. Voilà. Où en sommes-nous encore? Il y a eu un coup Jack Lang est ministre de la Culture, et dans la suite de cette loi de multiplication des librairies, alors on voit un foisonnement de création de bibliothèques publiques, municipales. Dans les grandes villes, se créent des bibliothèques un peu partout, dans les villes de moindre dimension. Un réseau de bibliothèques qu'on appelait à l'époque centrales de prêt, devenues départementales de prêt. On les appelait aussi les bibliobus, car effectivement, ces bibliothèques-là sont également des bibliothèques itinérantes qui vont de village en village, dans les campagnes et dans les périphéries des villes, faire des dépôts, très souvent dans les écoles. Les livres pour la jeunesse ont une place particulière dans ces bibliothèques itinérantes. Donc, évidemment, ces bibliothèques ont été construites, qui ont été créées, ces camionnettes, il fallait aussi les équiper, il fallait acheter des livres, ce qui évidemment était une manne qui arrivait pour les éditeurs et leurs auteurs, qui arrivait pour les libraires qui fournissaient ces livres-là. Et il y a eu là, pendant une petite dizaine d'années, une période particulièrement faste, qui du coup a généré une création. C'est-à-dire que les années 80 ont amené vers nous, pour nous parler de ma maison, de créateurs qui n'étaient pas forcément des jeunes gens, mais enfin Claude Boujon, Grégoire Solotareff, sa sœur Nadja, Philippe Corentin qui nous a rejoints, enfin je vais en oublier évidemment, mais Claude Ponty qui nous a rejoints à la fin des années 80 ou au début des années 90, effectivement une nouvelle génération de créateurs. L'un des ministres de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, avait demandé à un recteur, le recteur Mijon, de faire un rapport sur la situation des enfants et la lecture. Et ce rapport était assez alarmant, disant qu'il y avait un déchet, si je peux m'exprimer ainsi, important dans l'apprentissage de la lecture, et qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et la solution préconisée par ce rapport Mijon était la création de ce qu'on appelait les BCD, des bibliothèques centres documentaires, dans lequel il suggérait la mise en place de livres de fiction, principalement. Dans les bibliothèques scolaires, il y avait beaucoup de documentaires jusque-là, et là, lui parlait de la fiction. Il faut que les enfants prennent plaisir à lire. Donc, il faut que ça les amuse, que ça les détende, tout en les aidant à grandir. Et ceci a été accepté, et je dirais a été maintenu tout au long des années, fin des années 80 et années 90, quel que soit le Premier ministre, au temps des cohabitations, quel que soit le président de la République. Ça a commencé avec des opérations comme 100 livres pour les écoles, puis le plan de développement des BCD. Et ça a fini d'ailleurs un peu en apothéose en 2002, à un moment où Jack Lang avait réintégré le ministère de l'Éducation nationale en même temps que le ministère de la Culture. Oui, grande révolution. La grande révolution où il a, dans les programmes, fait introduire la littérature de jeunesse comme une discipline obligatoire. C'était donc le point d'orgue, en quelque sorte, de toute cette action menée depuis ces troupes résistantes du début des années 60 jusque-là pour faire légitimer officiellement par l'Éducation nationale cette littérature considérée souvent jusque-là comme mineure. Voilà, avec les listes, les fameuses listes. Voilà, il y a eu notamment, on a beaucoup parlé des listes, mais qui n'étaient qu'une aide apportée aux enseignants, qui n'était d'aucune façon une contrainte. Mais c'était beaucoup plus important que ça. C'est quelque chose qui changeait radicalement dans l'attitude des éducateurs et qui s'est calmé un peu maintenant, mais qui n'a pas rebroussé chemin. C'est un mouvement irréversible. C'est-à-dire qu'on proposait aux enseignants des listes d'ouvrages pour la bibliothèque de classe et dont on recommandait la lecture
aux enfants. Alors, de manière à guider le choix des enseignants qui n'étaient pas très formés, qui n'étaient pas toujours à même de choisir des livres, le ministère de l'Éducation, en annexe du programme, leur a suggéré des titres, mais qui n'étaient en aucune manière une contrainte. D'accord. Donc c'était vraiment une entrée massive, peut-on dire, et qui ne faisait qu'être l'aboutissement d'un mouvement de la littérature contemporaine, de la littérature de jeunesse et de la littérature contemporaine à l'école, autour des IUFM aussi. Évidemment, les écoles normales étant devenues UFM entre-temps. Quelque part, pour nous, c'était, je ne veux pas m'enorgueillir de cela, mais c'était un peu l'aboutissement même de notre raison sociale. N'oubliez pas l'école des loisirs, nous sommes partis d'une maison d'édition scolaire telle que les autres, c'est-à-dire un peu austère comme ça, et c'était une école qui n'existe pas. Enfin, à l'occasion d'une foire de Francfort, il y a un Allemand qui, mais presque caricatural dans son costume, enfin, il avait un chapeau tyrolien, enfin quelque chose comme ça, une veste en gris, vous voyez, avec des boutons faits avec des bois de serre, et qui me dit, mais l'école, alors il me dit en allemand, je ne connais pas l'allemand, il me dit l'école, Schule, alors ça j'avais compris, oui c'est ça, et alors pour loisir, il demande une traduction, moi je ne savais pas, Arthur qui est germanophone me dit oui c'est ça, et il me regarde, il me dit mais l'école des loisirs, ça n'existe pas. Je dis si, vous voyez, on est là. Ça nous paraissait impensable que l'école des loisirs puisse être associée. J'ai appris récemment qu'en grec ancien, l'école et l'école des loisirs, et l'école et loisirs, c'est le même mot. C'est le même mot. Voilà. Et alors l'éducation nationale vous a rejoint. Voilà, c'était pour nous effectivement une grande satisfaction. Une belle consécration. Voilà. Alors là, nous sommes en 2002 avec oui, mais parce que je voulais parler du prolongement de l'éducation nationale. Alors revenons un tout petit peu en arrière, parce qu'il est quand même arrivé quelque chose qui a marqué la profession, qui est l'apparition des séries, ce que vous appelez les séries marketées, avec le livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est le début de quelque chose. Alors, attendez, il est très difficile pour moi de parler de livres de mes concurrents, mais tout de même, il est arrivé à partir de la fin des années 80, un nouveau phénomène. Des gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire de l'argent, et beaucoup d'argent, avec des livres pour la jeunesse. D'un Américain, une maison scolastique, je dis son nom, qui est à l'origine de ce mouvement-là, et qui a trouvé des partenaires dans le monde entier. Et qui a monté de big business. On va appeler les choses comme ça. Ça a commencé à la fin des années 80, ça s'est poursuivi au début des années 90, ça s'est développé considérablement à la fin des années 90, et aujourd'hui, en 2010, la part de ces séries, pour la plupart d'origine américaine, pas toutes, encombre considérablement les rayons des librairies, particulièrement des jeunes, des préadolescents et adolescents, en entretenant en plus une confusion entre les adolescents et les jeunes adultes. La bande dessinée a bien fait la différence. Là, on appelle aujourd'hui livres pour la jeunesse des livres qui n'ont plus rien à voir avec la jeunesse. Mais on voit aussi le même phénomène dans les albums pour les tout-petits. Il y a aussi beaucoup de séries qui semblent être fabriquées un peu à la chaîne. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, entre-temps, les maisons d'édition ont beaucoup changé. Souvent, pour avoir une maison d'édition dans sa collection d'entreprises, ça fait assez chic d'avoir, tiens, j'ai aussi une maison d'édition dans mon groupe. C'est un phénomène qui commence aux États-Unis, comme d'habitude, en Angleterre relayé très vite, et qui gagne la France. Et l'on voit petit à petit des maisons d'édition portant un nom patronymique comme raison sociale entrer dans un groupe ou dans un autre, ou des maisons un peu plus grosses en achetant des plus petites en achetant encore des encore plus petites. Ce sont des rachats, en fait. Ce sont des rachats. Ce sont des fusions. Alors la grande explication, une fois l'une des maisons et une autre se sont associées. Une association qui d'ailleurs n'a pas duré longtemps. Et à la foire de Francfort, l'année où ces deux maisons se sont associées, alliées avec l'idée de se fondre, on m'a dit, mais
vous ne redoutez pas cette fusion, c'est une fusion carrément entre deux maisons. Parce que tout de même, ça vous fait un concurrent nettement plus gros. Et j'ai répondu à cette journaliste qui me posait la question, mais vous savez, moi je suis triste parce que je perds un concurrent. Ah oui. En réalité, sur les 20 dernières années, j'ai perdu une quinzaine de concurrents, et non des moindres. Je dirais les plus toniques, les plus vivaces, qui n'ont pas disparu, quelques-uns ont disparu malheureusement, mais la plupart n'ont pas disparu, mais ont été regroupés dans tel ou tel groupe, pas uniquement les deux plus gros, dans des groupes intermédiaires, et souvent ont perdu leur âme. Oui, alors est-ce que ça a une conséquence sur la production éditoriale? Évidemment. Évidemment, parce que le rapport à l'argent n'est plus le même. Le rapport à l'argent n'est plus le même, car ces groupes sont, pour la plupart du temps, cotés en bourse. Ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, qui sont publics à ce moment-là, et ils doivent la rentabilité. Et la rentabilité la plus courte possible, immédiate si possible. Or, l'édition, c'est du travail à moyen terme et à long terme. Jean Fabre a eu récemment une image que j'ai beaucoup aimée à propos d'une réunion de nos actionnaires, d'une assemblée générale. Il a dit, dans ce métier, il faut avoir des lunettes à double foyer. Il faut savoir regarder près, mais il faut aussi savoir regarder loin. Si vous n'avez que des lunettes de presbyte, vous ne pouvez pas faire ce métier, en tout cas vous ne pouvez pas le faire bien. Moi j'ai une deuxième activité, je fais pousser des arbres qui, quand il n'y a pas la tempête, quand il n'y a pas des insectes qui les mangent, me permettent de voir à horizon, me permettaient de voir à horizon 40 ou 50 ans. Dans l'édition, les livres poussent plus vite que les arbres, mais je pense qu'il est très difficile, il est impossible à mon avis de faire bien son métier si on ne regarde pas à horizon 10 ou 15 ans. Dans les grands groupes qui appartiennent à des groupes financiers eux-mêmes, la rentabilité à court terme est prioritaire. Donc, il est très difficile de faire de la création durablement. C'est pour cela qu'on voit se substituer à des politiques d'auteur des politiques de collection. Et des politiques de collection à la politique des séries. C'est donc une dégradation même de la création qui se produit par ce phénomène uniquement de présence du capitalisme financier à la tête de ces maisons. Oui, parce que les séries se consomment vite et tout de suite. Voilà, et que l'on peut, je dirais, dans le domaine de la création, on peut les marketer, on peut, à la création et bien sûr à la diffusion, comme cela se passe dans le domaine du disque, par exemple, ou dans celui du cinéma. Le phénomène n'est pas particulier au livre de jeunesse, il est vrai aussi du livre pour adultes, il est surtout vrai dans le domaine des autres vecteurs culturels que sont la musique et l'image, enfin le cinéma et la télévision. Regardez la part des séries dans les programmes télévisés, c'est considérable aujourd'hui. Alors, vous continuez à faire les livres un par un, à mener une politique d'auteur, à publier le fond et à... Voilà, à réimprimer les ouvrages. Certains titres réimpriment tous les ans, et depuis 45 ans. Pas davantage, puisque la maison n'existait pas avant 45 ans. Oui, et vous dites aussi qu'on ne peut pas être créatif dans la contrainte économique ou éditoriale. Oui, c'est le problème du rapport à l'argent. Évidemment, une maison d'édition, c'est aussi une entreprise. Il y a bien sûr un rapport à l'argent. Il serait absolument hypocrite de le nier. Le problème est de savoir si l'argent est un carburant ou si c'est un moteur. Voilà. En réalité, l'entreprise, c'est un moteur et l'argent, c'est le carburant. Le but n'est pas... Le but est que la machine avance, que les choses avancent, et dans le sens du mouvement, dans le sens du progrès, pour moi, et pas uniquement grossissent, j'ai dit avance. C'est ça qui me paraît très important. Et sans doute, n'oublions pas que les lecteurs qui nous sont confiés, qui sont des enfants, eux aussi avancent. Et nous sommes là pour les aider à avancer. Le livre est un carburant pour eux de la même façon. Ils sont formés par les livres qu'ils lisent. Oui, alors j'espère qu'ils ne sont pas déformés, mais ils sont éveillés par les livres, j'espère. Éveillés,
humanisé, Voilà, grandi, j'espère qu'on contribue à leur ouvrir la tête. amusé. Voilà. Folon avait fait une très belle affiche pour nous, pour l'école des loisirs, où on avait repris un de ses dessins, où il y avait un de ces personnages, toujours un peu lunaire, comme ça, avec le crâne ouvert, et de là sortaient des livres de sa tête. C'est le même qui avait fait aussi ce très beau générique pour l'émission Apostrophe, où l'on voyait les livres s'envoler comme des oiseaux. Oui, oui. Alors, groupisation du côté de l'édition, fabrication de livres en série du côté de l'édition. Dans l'éducation nationale, les IUFM disparaissent. Voilà. La formation des enseignants dans le domaine du livre de jeunesse aussi. Alors, nous sommes à un moment un peu difficile, où effectivement, même très difficile, nous risquons d'avoir une grande carence de formation dans le domaine pour les enseignants et pour les bibliothécaires et pour les libraires. Ce qui me permet d'être confiant, c'est que nos premiers lecteurs, les tout premiers, ont aujourd'hui 55 ou 60 ans. Nous n'en avions pas beaucoup au début. Au fil du temps, nous en avons eu davantage, et il ne se passe pas de semaine que je le rencontre, soit chez un libraire, soit avec des enseignants, soit avec des bibliothécaires, soit même avec des auteurs, qui me disent « Ah là là, quand j'étais enfant, j'ai passé ma vie avec les Trois Brigands, ou avec Max et les Maximons, ou d'autres avec Bonjour Monsieur Lapin, ou l'autre avec Monsieur Lulève, voulez-vous m'aider ?» Autrement dit, il y a ces nouvelles générations qui arrivent d'adultes responsables et professionnels, qui sont donc enseignants, qui sont libraires, qui sont bibliothécaires, qui souvent ont biberonné au livre de l'école des loisirs. Donc, ce qui me rend très optimiste, et ces livres sont toujours disponibles, ils existent encore, c'est que ces gens-là ont été marqués, j'espère, par les livres qu'ils ont lus dans leur enfance, mais également ceux du Père Castor, comme leurs prédécesseurs, enseignants, libraires ou bibliothécaires, avaient été souvent des lecteurs du Père Castor. Donc il y a quelque part une chaîne, la chaîne continue. C'est vrai que je préférerais qu'on forme davantage les enseignants. C'est sûr que je préférerais qu'on forme davantage les libraires, qu'on forme davantage les bibliothécaires. Nous y contribuons. Nous avons nous-mêmes à l'école des loisirs nous réunissons régulièrement des professionnels, des médiateurs du livre dans des formations. De même, nous le faisons à l'extérieur de chez nous. Nous avons des collaborateurs qui se déplacent, qui vont faire des conférences, qui vont rencontrer les enseignants, qui vont rencontrer les bibliothécaires, et notamment dans des lieux un peu privilégiés, que nous appelons les squares de l'école des loisirs, qui sont des endroits privilégiés à l'intérieur d'une librairie. Il n'y en a pas encore beaucoup, il n'y en a que 13. Le 13e a été inauguré la semaine dernière à Lille, mais dans un court moyen terme, il y en aura, je pense, une quarantaine. Vous restez finalement pratiquement une des seules maisons d'édition totalement indépendantes. Oui, nous ne sommes pas les seuls, mais nous ne sommes pas très nombreux, à vrai dire, aujourd'hui, à être totalement indépendants. Enfin, l'école des loisirs est une maison complètement familiale. Nos actionnaires, ce sont mes sœurs ou mes cousins germains. Voilà, c'est un tout petit groupe. C'est essentiel. Du coup, l'équipe éditoriale a une liberté totale. Totale. D'ailleurs, Arthur Hubschmidt a, dans une interview qu'il a donnée pour le site de l'école des loisirs, ça l'exprime très, très clairement et en toute liberté. C'est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est cette indépendance. Alors, une raison pour moi de m'inquiéter, c'est la librairie indépendante. La France a la chance d'avoir, grâce à la loi Langue, on y revient, un réseau de libraires indépendants exceptionnel. Au premier niveau, selon les éditeurs, il y en a entre 600 et 800, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. En Angleterre, il n'y en a pratiquement plus, aux États-Unis non plus, en Allemagne, il y en a encore pas mal. En fait, l'édition indépendante et la librairie indépendante, on leur sort totalement liés. S'il n'y a pas d'éditeur indépendant, il n'y a pas de librairie indépendante, et réciproquement.
Donc c'est par là que passe la résistance. C'est par là que passe la résistance, avec une grande difficulté, c'est que beaucoup de librairies sont nées et de libraires se sont révélés au début des années 80. Ils avaient aux alentours de 30 ans. Ils ont aujourd'hui aux alentours de 60 ans. Donc effectivement, ils ont des librairies à passer. Il faut qu'ils passent le relais. Je ne parle pas d'argent, là je parle de la connaissance du métier, du savoir-faire, le know-how. Voilà. Et c'est un passage difficile que la librairie doit faire. De mon mieux, je m'emploie, puisque je m'occupe spécialement des problèmes de diffusion à l'école des loisirs, je m'emploie à faire en sorte que ce passage puisse se faire. En tout cas, je suis là, et ils le savent, pour aider les libraires à passer de cette génération à une autre, et je les aiderai de mon mieux. Et j'ai autour de moi certains confrères qui travaillent dans le même sens. Malheureusement, pas tous. En quoi la formation est-elle indispensable ? La formation est indispensable par le fait que la littérature de jeunesse est une littérature, et que comme toute littérature, elle a une histoire. Et qu'on ne peut vraiment comprendre ou apprécier tel ou tel auteur, ou tel livre, que souvent on regarde ce qu'il a précédé. Aujourd'hui, le phénomène de série notamment porte l'intérêt sur la nouveauté, au détriment du patrimoine. Alors quand je dis patrimoine, je ne fais pas comme certains ministres, je ne pense pas au XIXe siècle, je ne pense même pas à la première moitié du XXe, mais je parle évidemment de la deuxième moitié du XXe siècle et du début de ce XXIe siècle. La formation consiste à faire connaître Lobel, qui est mort depuis les années 80, Boujon, qui est mort dans les années 90, à le faire connaître aux jeunes libraires, aux jeunes bibliothécaires, aux jeunes enseignants. Car évidemment, il n'y aura plus jamais de nouveautés de Lobel. Bon. Il y a déjà beaucoup moins de nouveautés de Saint-Dac, parce qu'il a plus de 80 ans. On ne peut pas imaginer une bibliothèque sans Saint-Dac aujourd'hui. Donc, il faut que cette histoire continue. Alors, elle continue avec de nouveaux créateurs, qui publient eux-mêmes des nouveautés, mais qui tous, d'une manière plus ou moins consciente, d'une manière plus ou moins directe, sont complètement imprégnés eux-mêmes des lectures de leur enfance. Souvent, j'en ai parlé avec eux, il est évident que Saint-Dac, pour eux, c'est quelqu'un d'essentiel dans leur propre cheminement de création, ou Toby Ungerer, ou Philippe Corentin, ou même Claude Ponty maintenant. Donc, ce qui est essentiel, c'est l'histoire. Si on n'apprend plus dans les UFM, puisqu'il n'y a plus de UFM, si on ne l'apprend plus dans la formation des bibliothécaires, nous pouvons, nous, en tout cas pour les livres qui nous concernent, pour les auteurs qui nous concernent, faire en sorte que ces gens-là restent vivants et que leurs livres restent vivants, car ils n'ont pas pris une ride, ils n'ont pas vieilli un instant. C'est ça qui me paraît important. Cette légitimation que l'Éducation nationale a fait de la littérature de jeunesse en 2002, nous devons la mériter nous aussi en faisant en sorte que le catalogue, le fonds de catalogue, reste le plus vivant possible. Bon, c'est vrai que la situation est un petit peu délicate, mais qu'il y a quand même des bénéfices, des acquis sur lesquels on ne reviendra pas. Oui, ce qui est évident, c'est que les bibliothèques ont été construites, elles sont là. Elles ont sans doute au moins du budget, elles feront peut-être au moins d'acquisition, mais peut-être vont-elles, les bibliothécaires vont peut-être choisir avec peut-être un peu plus de soin que parfois. Les bibliothèques, les BCD sont là. Elles le sont dans les écoles, à l'intérieur des écoles. Elles sont dans le comportement pédagogique. En fait, plusieurs ministres sont passés depuis que Jack Lang a permis, avec les programmes de 2002, lesquels ont d'ailleurs été signés par Luc Ferry au moment où il est arrivé. Ça y est, c'est gravé dans le marbre. Il y a peut-être quelques ajustements qui vont se faire, mais pour l'essentiel, les choses sont faites. De même dans les collèges. Les livres sont là. Bon. Leur place n'est peut-être pas toujours exactement la même, mais à vrai dire, les enseignants ont cette liberté pédagogique. S'ils souhaitent mettre la littérature de jeunesse en avant, et vraiment en avant, personne ne pourra le leur reprocher.
Je pense que le livre a beaucoup d'avenir devant lui, le livre de jeunesse. On parle beaucoup ces temps-ci de livres numériques, et le fait est qu'il faut être très attentif à ce phénomène qui arrive, qui va arriver un jour. Autant je pense que le livre numérique sera très conquérant dans le domaine du savoir, dans le domaine des connaissances, dans le domaine du pratique. C'est vrai que je serai éditeur de dictionnaires ou d'encyclopédies, je me poserai des questions. Je serai éditeur de guides de voyage, je me poserai des questions. Je serai éditeur du guide Michelin, je me poserai des questions. Je serai éditeur universitaire, je me poserai des questions. En tant qu'éditeur de livres de jeunesse, en tout cas avec le type de livre que nous publions, je ne pense pas que le danger du numérique, si danger il y a, soit pour demain. Je ne sais pas, nous y réfléchissons comme tout le monde, évidemment, mais ça n'est pas notre réflexion première. Nous ne nions pas le phénomène, mais je vois assez mal comment on pourrait substituer à une machine la charge affective que peut porter un album pour enfants pour un petit. Je vois mal un enfant s'endormir avec un reader, alors qu'il est assez naturel de le voir s'endormir avec un livre.